On va passer aux orthèses, on recherche les concepts de corset rigide, donc à l'autre extrémité de la chaîne. Alors, on a déjà vu tout à l'heure dans l'historique, on a parlé de ce corset lyonnais, qui venait après la réalisation d'un corset plâtré, donc avec une traction au niveau, une traction au niveau du bassin, une mentonnière, qu'on ne voit pas très bien là derrière le bras, ici il y a un dynamomètre qui nous permet de savoir quelle est la tension, et puis des bandes, une bande au niveau de la convexité lombaire, ici par exemple une bande au niveau de la convexité thoracique, et puis un contre-appui au niveau de l'épaule. Donc ici c'est un contre-appui qui va plutôt en dérotation de la ceinture scapulaire, mais on peut également utiliser le système à trois bandes de ce côté-là. Il n'empêche que la réalisation du corset plâtré est quelque chose de difficile, et c'est ce qui fait, je pense, que cette technique, cette succession plâtre et corset derrière est restée limitée à l'Europe, qui avait la chance d'avoir des centres de rééducation, qui avaient une grosse structure d'appareillage du fait de nos deux guerres le siècle dernier, et par contre ne sont pas trop diffusés aux États-Unis du fait de la difficulté de faire ces corsets. Alors, l'idée était de chercher à éviter le plâtre. Comment peut-on éviter le plâtre? Et une première approche a été donnée par l'équipe de Milan, qui n'avait plus la possibilité de réaliser le plâtre. Et ils avaient imaginé ce corset, qui est le corset de Sforzesco, donc en haute rigidité, c'est du polycarbonate, donc automatiquement articulé sur le bras postérieur. Mais à cette époque-là, c'est une dizaine d'années, c'est pas très vieux, il n'y avait pas la possibilité de vraiment créer une asymétrie au niveau du polycarbonate de la coque externe. Ils n'avaient pas la solution pour ça, donc ils sont partis sur quelque chose de symétrique en mettant des pelotes à l'intérieur du polycarbonate. Le bon problème, c'est que d'une part, la scoliose est asymétrique, donc c'est pas très logique de faire quelque chose de symétrique. Ça peut fonctionner pour des grosses colures. Et effectivement, leur première publication, c'était des scolioses de plus de 45 degrés. Vous avez une très grosse colure, mais la symétrie est moins importante. On est déjà content de restituer une morphologie normale. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a moins du fait des pelotes, vous avez moins de mobilité à l'intérieur du corset. Dans le corset lyonnais, il y a des valves, mais il n'y a pas de pelote, c'est-à-dire que l'enfant peut glisser. Il y a une certaine dynamique à l'intérieur du corset, et on a voulu maintenir cette dynamique, c'est-à-dire ne pas mettre de pelote à l'intérieur, de manière à ce que ce soit lisse et que l'enfant puisse bouger à l'intérieur. Et puis, par contre, trouver une solution pour réaliser une asymétrie au niveau de la coque externe, avec des expansions dans la concavité, un petit peu comme le corset de Chenot, mais peut-être en moins marqué, moins asymétrique, et en détorsion. L'autre élément, c'est la détorsion, c'est-à-dire qu'il nous faut pour ça un appui stable, fixe au niveau de la ceinture scapulaire, qu'on avait dans le corset lyonnais, et qu'on a maintenu dans celui qui a suivi pendant 2 ans. Alors, la méthodologie de ces orthèses rigides, notamment de l'Arm-Brace, ça veut dire asymétrique, rigide, torsion, brace, vous avez on a voulu garder exactement le même management qu'on avait avec le corset lyonnais, c'est-à-dire au départ un full-time 24 sur 24 qui remplace le plâtre, même si on utilise le polycarbonate au lieu du plâtre. L'astuce, ça a été de créer une asymétrie grâce à un moulage régional. Ça a été rendu possible par les progrès de l'informatique, du software. Une détorsion
on ne recherche plus à travailler sur la vertèbre apicale, mais plus à créer une détorsion globale au niveau de la colonne. Et puis, vérifier l'alignement et l'équilibre, parce que quand même, il ne faut pas être uniquement sur la forme externe du tronc, il faut quand même vérifier ce que ça donne sur la colonne. Et donc, on hyper-corrige peut-être un peu moins le chenot pour améliorer l'équilibre global du patient. Donc, le fil rouge un peu de toute cette stratégie, c'est de rester très très simple à chaque fois et d'avoir une procédure qui soit reproductible facilement et non opérateur dépendant, le moins possible opérateur dépendant. Donc c'est l'enfant elle-même qui va donner, qui va définir sa correction et non plus l'appareilleur. Donc simplicité, contrairement au chenot, au chenot, il n'y a pas de classification complexe parce que tous les corsets, plus ou moins, en fait, il y a deux types de corsets. Il y a un corset à courbure simple, un corset à courbure unique. C'est-à-dire qu'on repasse à la classification de Ponseti, thoracique, double majeur, thoracolombaire, lombaire, alors que ces classifications avaient beaucoup évolué, plus sous l'impulsion des chirurgiens qui ont d'autres problèmes que dans les corsets, dans les traitements conservateurs, avec la classification de Menke, la classification de Kidd. Chaque classification nous a apporté quelque chose dans le corset, mais finalement, avec cette évolution, on n'est plus obligé de se référer à ces classifications. On va les intégrer plutôt au moment du moulage régional, dans le positionnement. On va tenir compte eh bien, de l'importance de la lordose initiale, de la translation de l'axe occipitale, de tous les éléments qui sont dans les classifications plus complexes actuelles, mais elles vont être intégrées au niveau lorsque l'on fait le moulage. Donc, les principes du corset lyonnais sont respectés, c'est-à-dire que ce n'est pas un corset qui surgit du néant, ça reste un corset lyonnais, et la même procédure, le même temps de port dans la journée, etc., va être utilisé, ce qui va nous permettre de faire des études comparatives entre le scaphandre de polycarbonate et cette structure asymétrique par rapport à ce que l'on utilisait auparavant. On peut toujours se comparer à soi-même, c'est plus difficile de comparer avec une autre équipe qui il y a d'autres biais qui vont rendre l'étude comparative très difficile. Donc, l'autocorrection globale va en fait être réalisée par une superposition de la correction régionale, lombaire, thoracique et ceinture, bassin, et puis ce concept du soft contact, c'est-à-dire pas de pelote, uniquement des éléments qui vont permettre un lissement qui donne un certain dynamisme au corset. Donc, classification très simple, et la différence va intervenir lors du moulage numéro 2, c'est-à-dire celui au niveau lombaire. Si vous avez une courbure unique en C, eh bien le shift se fera du même côté que dans le moulage numéro 3, et inversement, si vous avez une forme double courbure en S, eh bien le shift se fera du côté opposé au moulage numéro 3. Donc vous avez en fait deux types de corsets que l'on a. L'un fait pour les doubles courbures, et puis l'autre fait pour les courbures uniques, avec une facilité, mais ça c'est valable pour tous les corsets rigides, pour les courbures thoracolombaires, puisque le bras levier d'action est plus important que pour les doubles courbures. Alors, il y a d'autres principes qui peuvent être utilisés au niveau de la détorsion. Donc vous avez les prises pelviennes, la prise axillaire, donc les deux extrémités qui vont être fixes, et entre les deux, un peu comme il fait un moulon, vous allez détordre la colonne. Donc ça a un gros avantage,
par rapport à l'ancien corset lyonnais, c'est que vous ne travaillez que sur 2 ou 3 faces, et la partie antérieure de la clé est totalement libre. Donc ça vous permet de gérer le plan sagittaire. On verra tout à l'heure comment. Voilà. Donc cet effet tube mayonnaise qui est caractéristique des 2 valves latérales que vous allez rapprocher. Donc comment est-ce que peut fonctionner le tube mayonnaise? Il fonctionne parce que c'est lisse, parce que vous pouvez vous sortir le Sforzesco qu'on a vu tout à l'heure, qui est une structure symétrique avec des pelotes internes. Les pelotes internes bloquent, donc on n'a pas d'effet tube mayonnaise, on a un effet qu'on appelle push-up, c'est-à-dire un peu comme le soutien-gorge qui va soulever un tout petit peu par en dessous, mais on n'a pas le glissement qu'on a dans cette structure, dans la structure de la presse. Donc on comprend bien que si vous rapprochez, et il y a le serrage de la sangle extérieure ici sous la poitrine, eh bien vous allez automatiquement favoriser l'extension de la colonne, l'extrusion, et les épaules initiales, qui sont les épaules de camionneur, que j'appelle de camionneur, la fille se présente, voilà, au bout de 3 semaines, 1 mois, ça disparaît, parce qu'il y a eu 2 phénomènes qui sont produits. D'une part, donc elle n'a plus les épaules de camionneur, c'est-à-dire que ça a lissé un tout petit peu ici, il y a davantage de place sur les épaules, et puis on s'aperçoit que là où il y avait 2 cm entre les 2 valves antérieures, elles se chevauchent. Et donc on va redécouper un petit peu latéralement. Et ça se fait en 1 mois de temps de full time au départ, c'était comme le plâtre. Le plâtre, on réalisait ça pendant 1 mois. Donc vous avez ce phénomène qui va se faire progressivement et qui se fait parce que l'enfant bouge. L'enfant peut bouger dans la société. Est-ce que le phénomène est aussi flagrant chez quelqu'un qui aurait vu déjà sa croissance? C'est surtout chez les enfants parce qu'ils sont en croissance qui vont faire. C'est une très bonne question. Je vais répondre de façon indirecte. J'ai testé, enfin cet été, on a évalué les traitements par corset courbe, un corset qu'on appelle l'UGTB, qui est un corset pour les scolioses lombaires. Et on s'est aperçu d'une chose très étonnante. Si vous mettez l'angulation initiale et la courbe, l'angulation en corset, donc le point 2, si vous voulez, 2, l'angulation en fin de traitement et l'angulation 2 ans plus tard, qui est notre critère d'évaluation des corsets. Eh bien, vous prenez les enfants, cette courbe-là, pour les enfants qui ont 11 ans. Là, vous prenez pour 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous avez exactement la même courbe. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. On est beaucoup plus souple, on devrait avoir les différences, etc. Alors, nous sommes au niveau lombaire. Au niveau lombaire, vous avez des disques qui sont très épais, presque plus d'1 centimètre. Vous avez des ligaments qui sont peut-être un petit peu, on peut travailler davantage sur les ligaments. Donc, c'est une partie de votre réponse. Et il y a de plus en plus de publications maintenant montrant l'intérêt des corsets rigides, même après RICER 4. Théoriquement, les normes de la SRS ce soir, c'est vous faites le traitement à RICER 4 pour on discute le traitement conservateur. Eh bien, de plus en plus de publications montrent l'intérêt, sans doute parce qu'on a une action qui est toujours à peu près identique du corset au niveau des disques et au niveau des ligaments. Et c'est logique, le corset agit sur les disques et les ligaments. Au niveau de l'os, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a le chirurgien qui dit, en tirant le disque, il devra redresser pendant la partie osseuse. Nous, on peut travailler que sur les ligaments et sur les disques. Donc, c'est pas et vous verrez qu'il y a un chapitre sur les scolioses de l'adulte, donc là, avec des résultats qui sont intéressants. Donc, c'est pas immédiat. Alors, la traduction immédiate, outre les épaules de camionneur, pas très flatteur peut-être, c'est la croissance. Alors, on procède de la façon suivante. Le moulage est réalisé le lundi ou le mardi soir. Généralement, on fait ça entre
trop tout de suite le lundi suivant, parce que c'est de la haute rigidité. On est obligé de vérifier que l'équilibre est bon, etc. Il n'y a pas de souplesse, comme dans le polyéthylène, où l'enfant peut se corriger un peu. Là, il faut que ce soit parfait. Et ce que l'on constate quand on revoit donc au bout de 3 jours l'enfant, c'est qu'ils ont pris 1,5 cm de taille. Donc c'est l'effet, et ça se voit, c'est en 3 jours, la maman, la famille va vous dire bah, tu as grandi, etc. Et ce qui est caractéristique, vous le verrez tout à l'heure, c'est que ce gain de taille ne se fait pas aux dépens de la cyphose et de la lordose. Jusqu'à présent, tous les corsets, l'élongation, la translation de l'axe vertical se fait aux dépens de la lordose et de la cyphose. Là, non, dans la haute rigidité, vous maintenez le plan sagittal fixe. Donc, c'est vraiment une correction, une détorsion au niveau de l'axe vertical. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que dans ce système-là, vous avez le maintien de la cyphose thoracique et de la lordose ovaire. Donc, le gain de taille de 1,5 cm, 2 cm, se fait vraiment au niveau d'une détorsion du colonne. C'est la détorsion géométrique. Voilà. Donc, dans un corset à haute rigidité, vous n'avez bien sûr aucune mobilité au niveau des plaques. Donc, il faut quand même prévoir des expansions. C'est pour ça que ça se conçoit que si c'est asymétrique, vous avez des expansions qui vont permettre au thorax d'aller en sens inverse. Et dans le plan sagittal, le métal, l'incurvation, et puis les émivales en polycarbonate font qu'il n'y a aucune mobilité dans le plan sagittal. Pour ça, je vous dis que le plan sagittal est parfaitement fixé par à la fois le polycarbonate et le main métallique. La seule mobilité, donc là j'ai montré une espèce de cisaillement, mais en fait c'est pas très facile à montrer, se fait entre la partie métallique, c'est métal polycarbonate, et vous avez une certaine mobilité à ce niveau-là, qui se traduit ici par une espèce de cisaillement au niveau inférieur. En fait, le seul mouvement possible est une dérotation, se fait en dérotation, détorsion. On peut dire que c'est une détorsion au niveau de la colonne. C'est la seule possibilité qu'a l'enfant quand il va se pencher en avant, mettre ses chaussures, etc. La seule possibilité, c'est un travail en détorsion. Alors, c'est quelque chose de très puissant. Bon, ça, c'est pas une grosse courbure, mais c'est montrer que c'est facile d'inverser les courbures avec, vous voyez, EOS qui nous donne cette projection des vecteurs, des vertèbres, projection vectorielle. Vous constatez que dans ce cas-là, il n'y a pratiquement pas de rotation. On en parlait tout à l'heure, c'est une inflexion sans aucune rotation. Et donc, c'est très facile d'hypercorriger. Alors, dans le protocole, on limite cette hypercorrection, c'est ça, dans ce cas-là, d'aller au-delà de cette correction. Et bien sûr, ce sont des traitements uniquement nocturnes dans ce cas-là. Alors, le problème des épaules, du déséquilibre des épaules et de la contre-courbure thoracique haute, c'est des scolioses à 3 courbures, c'est un gros problème. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une relation, bien sûr, entre la contre-courbure haute et le déséquilibre de la ceinture scapulaire. Mais il y a une relation, mais il n'y a pas de corrélation. Il n'y a aucune corrélation. Ce n'est pas parce que l'angulation va être plus importante que vous allez avoir une épaule qui va être plus haute. Ces deux mécanismes qui sont liés au niveau du système postural, mais le lien n'est pas du tout automatique, etc. Il n'y a pas de corrélation. Alors, la façon de traiter cette courbure haute est très... Oui. Oui, il y a des enfants qui n'ont pas de déséquilibre des épaules, il y en a qui ont une contre-courbure haute. Il y en a d'autres qui vont avoir une grosse angulation. Les courbures hautes étaient très fréquentes à l'époque de la polymyélite. On avait beaucoup de courbures hautes et on s'est aperçu qu'elles ne posaient jamais beaucoup de problèmes.
on avait essayé, on s'était dit à un moment, quand on est dans notre bureau, on va plutôt mettre un Milwaukee. C'était encore l'époque où les adolescents acceptaient les Milwaukee pendant l'adolescence. Mais en fait, elles ne sont pas très évolutives. Donc, Rigaud, chez nous à Barcelone, Rigaud fait une épaulière. La solution est de mettre une superstructure d'épaulière par-dessus le corset. Nous, on a une possibilité, c'est d'incurver un tout petit peu la clé, la prise axillaire, au lieu de la faire bien verticale sur le polycarbonate, on peut incliner un tout petit peu à droite ou à gauche. Alors, on dirait comme ça glisse l'enfant trouve sa place. Est-ce que ça va véritablement modifier? Disons que c'est l'approche que l'on a actuellement, parce qu'on veut éviter toute structure au niveau des épaules. Alors, l'évaluation de la correction en corset, celle-là peut se faire immédiatement. Le nouveau corset n'a que 2 ans de vie, donc on n'a pas encore le recul 2 ans au moment de la nation. Mais par contre, on peut savoir immédiatement ce que ça donne au corset, la haute rigidité, comparer la haute rigidité avec la moyenne rigidité, donc des corsets en polyéthylène, polypropylène, etc. Alors, j'ai repris l'étude de Breist, de Rigodan et Stuart Weinstein, donc sur 152 patients. L'enveloppe initiale comme était. Alors, ça, c'est le critère de la SRS. Donc, ça part de 25 degrés, je crois, à 40. Il y a des petites différences par rapport aux critères initiaux de la cellule, de la RCT. Et la correction moyenne, toujours est-il en corset, est de 33%. Alors j'ai repris les mêmes critères, donc j'avais 97 patients à l'époque où j'ai fait ce travail statistique. L'angulation de cobe était un petit peu inférieure du temps en cours, au lieu de 30 degrés dans l'étude Breist, on avait 29,56. Et la correction en corset est 75%. Donc c'est vraiment un plus de la haute rigidité, et c'est logique d'une structure qui est beaucoup plus rigide, mais beaucoup plus correctrice en corset. Ça ne veut pas dire du tout que le résultat final sera différent, mais c'est déjà une première approche. Et donc, dans cette étude Breist, Laurie Dolan a bien sûr essayé de voir quels étaient les facteurs de réussite du traitement, et l'un des facteurs était la réduction immédiate en corset. Donc on peut imaginer que le résultat final sera meilleur parce qu'on réduit un petit peu plus initialement le corset. Moi, ça paraît logique, même si on n'a pas encore les résultats finaux. Donc, ça, c'est pour la dernière évolution des corsets rigides. Tous les corsets ne sont pas équivalents. Dans l'esprit de la majorité même des professionnels de santé, quel que soit le corset, grosso modo, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez passer du simple au double de réduction en corset. Et puis, le succès d'un corset dépend des techniques d'acquisition, du type de correction, de la compliance, bien sûr, de la tolérance et de l'esthétique. Donc, il y a énormément de facteurs qui interviennent. Ceci dit, on a quand même quelques études rétrospectives, pas beaucoup, mais quelques études rétrospectives de réduction en corset. En rétrospective, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de valeur scientifique, y compris celle que j'avais faite qui était rétrospective, parce que j'ai eu pas de base de données à l'époque. C'est que depuis 1998 qu'on a une base de données rétrospective. Donc, vous voyez les réductions 40, 40, 43, 50 dans le corset respiratoire des massues, Boston, 50%, mais ça c'est une des études, mais en principe simplement. Et puis, le monde est arrivé à 70%, sur 275 cas dans le prospective. Donc, vous voyez, entre parenthèses, regardez dans le schéma qui est le corset le plus utilisé en Europe, il y a une seule étude, qui est une étude rétrospective allemande, sur 52 cas, alors c'est le corset le plus utilisé en Europe. Donc, ça, on fait ce pourcentage de réduction en corset. Immédiat. Le point du bas. Le point du bas. Mais on n'a pas testé les poids activement à la pointe finale. Non, parce que pour le moment, j'en étais, enfin,
l'époque où j'ai fait ça, j'en étais qu'à la réduction immédiate en corset. Les études, bien sûr, il y a des études sur les résultats finaux dans les autres corsets qui ont été. Alors, l'histoire du CAD-CAM, parce que pour réaliser ce corset, il faut avoir, on ne peut pas le réaliser avec un moulage plâtré, il faut avoir un moulage électronique, donc un système CAD-CAM. Ça, c'est le premier sur lequel on avait travaillé. Vous voyez que le laser tourne autour de l'enfant et vous allez enregistrer à la profondeur, comme tous les systèmes CAD-CAM. C'était encore un peu expérimental, vous avez le laser derrière, vous avez un système de mémoire, une caméra qui prend en vue, puis derrière vous avez l'écran de l'époque. Mais c'était les années 1990, c'était vraiment le début du CAD-CAM. Même actuellement, ça c'est la calibration, alors il fallait recalibrer régulièrement, etc. C'était un petit peu la galère. Même actuellement en Allemagne, 80% des corsets sont réalisés par le moulage plâtré. Il faut savoir, on parle toujours sur des techniques, vous avez le laser et le miroir qui doit projeter, c'était les anciens lasers bien sûr, avec le miroir plein, mais c'était déjà une première approche qui nous a permis de réaliser le premier capteur. Donc on donnera quelques exemples tout à l'heure, plus tard. Il y a le bras le plateau tournant, c'était l'enfant qui tournait, l'enfant restait stable et c'était le laser qui tournait. Mais c'est quand même relativement long comme prise de mesure, c'était pas aussi. Alors, il y a des systèmes de suspension, on avait été obligé de démonter le faux plafond pour mettre la suspension. C'est l'étudiant qui travaillait au projet. Voilà. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'IRSSD n'était pas encore créé, le Noiret, on était vraiment au début. Ça, c'est le caméra d'enregistrement. Voilà. Et puis, il y avait un autre système qui utilisait, alors pas très très intéressant quand même, parce que ça utilisait le moulage plâtré classique, on était quand même obligé de faire un moulage plâtré, mais c'était un capteur qui permettait de prendre la forme interne, d'aller à l'intérieur du moulage, vous avez le négatif ici, et de reproduire exactement la topographie de surface à l'intérieur du moulage. Un digitaliseur. Toute une technologie qui paraît complètement désuète actuellement, mais qui nous a permis d'avancer, encore une fois, cet aspect historique est important. Donc là, vous avez la dernière version des 4 CAM. Il y a 4 colonnes, un peu comme dans ce système, mais avec des caméras infrarouges. Il y en a 8 caméras infrarouges qui vont descendre, enfin en fait ils enregistrent en même temps, peu importe. Et donc c'est en full body, c'est-à-dire ça va jusqu'au pied, l'image va jusqu'au pied, et ça dure 2 secondes, donc on peut positionner le patient dans des positions extrêmes. Et voilà l'image version Terminator, hein, mais en fait on fait ce qu'on veut, l'enfant est en couleur, on produit l'image en couleur. Et c'est les 3 positions donc, qui sont utilisées, les supports, position pelvitique et pélonation, le shift lombaire et la version thoracique. Donc les 3 moulages qui vont être superposés par la suite. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc un déplacement des volumes, on est un petit peu global, ou du moins régional, dans la correction, dans le repositionnement des masses et des volumes. Hein, c'est de la géométrie volumique, ça n'est plus de la géométrie plane. Voilà un exemple. Vous voyez le thorax qui est en train de se modifier complètement.
partir de côté ce qu'on peut obtenir avec la structurologie d'Andrés, et puis février 2014, donc ça veut dire la fin de traitement, jusqu'au plus tard, la correction sans corset. Ça, c'est en corset. On voit la sangle ici, le crémaillère, et la surface externe du polycarbonate. Voilà. Un autre exemple, j'imagine, alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que le fait de corriger davantage en corset va modifier le résultat final? Donc, une première approche était possible, puisque quand on est passé à ce nouveau corset, on a arrêté les plâtres à un moment bien défini, qui est mai 2013, et on a repris les 100 derniers plâtres qu'on avait fait, sur la base de données, on a repris les 100 derniers plâtres, et puis on a repris, bien sûr, tous ceux qui ont été faits après. C'est pas vraiment une randomisation, mais disons qu'il n'y a que une chose qui a changé, c'est le polycarbonate en passant le plâtre et l'ancien corset. Alors, vous voyez, vous avez tout à fait raison, on corrige, c'est en vert, donc on corrige beaucoup plus en corset, et on perd un tout petit peu sans corset, l'effet est moins marqué à 6 mois. Mais on conserve quand même une différence. On ne revient pas, les deux points ne superposent pas. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on a été jusqu'à 1 an, on a fait 6 mois à 1 an, et on voit, alors pas au niveau lombaire. Au niveau lombaire, c'est quasi parallèle. Par contre, au niveau thoracique, on voit que l'effet de la haute rigidité de l'arbrette se prolonge par rapport à l'ancien corset de lait. Donc on a quelque chose qui se passe et qui se prolonge dans le temps, c'est pas uniquement une radiographie sous corset, ça se prolonge dans le temps. Et évidemment, des corrections comme ça, de comparaison entre deux corsets, c'est quasi impossible, parce que chaque équipe a, certains vont être, par exemple en Norvège, c'est 23 heures sur 24 jusqu'à la fin du traitement. Donc les idées comparées avec le Boston fait en Norvège, et puis même celui fait aux États-Unis ou chez vous, je ne sais pas quels sont le temps de dans la journée, comment réaliser Boston. C'est très très difficile de faire ces études comparatives, d'où la multiplicité des corsets, parce que dans la mesure où on ne peut pas comparer, on se dit finalement c'est tout équivalent. Mais c'est juste des problèmes, à mon avis, techniques, plus qu'autre chose. Alors, donc ça c'est la comparaison à 1 an, c'est ça qui est intéressant. Alors j'ai été obligé de créer une catégorie de résultats supérieurs à 10 degrés par rapport à l'angulation initiale, sinon on ne comprenait plus rien. Donc dans l'ancien corset lyonnais, qui était déjà un peu plus efficace, on avait à 1 an 34% d'enfants qui avaient une correction supérieure à 10 degrés par rapport à l'angulation initiale. Des radios sans corset. Donc il y en a même 55% avec un Andrés, et ainsi de suite. Donc vous voyez que dans les pertes, dans les stables, c'est 24 degrés. Dans les pertes, il y en avait 8% quand même qui perdaient plus de 5 degrés par rapport à l'angulation initiale, et il n'y en a que 2% avec l'Andrés. Toujours les problèmes de confiance. 5%. Au moins 1 heure. C'est ce truc classique. Ils l'enlèvent chez eux, ils font la radio. Voilà. Les paramètres morphologiques sont tous améliorés de façon significative quand on fait la comparaison entre l'ancien corset lyonnais et le corset en polycarbonate. Au départ, l'angulation initiale, il n'y a aucune différence entre les deux séries. C'est logique, hein, parce qu'on est revenu en arrière et on est allé en avant par rapport à mai 2013. Par contre, donc à 1 an, il y a des différences qui sont significatives entre l'ancien et le nouveau. Avec une chose qui n'apparaît peut-être pas ici, on en discutait hier sur la fiabilité du lunel, du scudomètre.
Alors nous, on a l'habitude en Europe de mesurer la gibosité en millimètres. Tout simplement parce qu'avec le fil à plomb, on apprécie très bien l'horizontale, c'est facile de calculer. Quand on fait la courbe, cette courbe d'évolution angulaire, et on superpose la courbe de gibosité. Quand vous mesurez en millimètres, donc vous avez vu tout à l'heure que tout est amélioré. Quand vous mesurez en millimètres, vous avez la même forme de courbe. Par contre, quand vous mesurez en Bunel, c'est aplati. Vous avez la même tendance, mais ce n'est pas du tout parallèle à l'angulation. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose quand on mesure. Parce que vous avez la partie concave, le nœud qui est sur l'épineuse, et puis je pense qu'il doit y avoir une marge d'erreur liée à la forme des côtes de la convexité qu'on n'a pas avec les points de tangence. Et je sais pas, il y a une différence. Les courbes elles se superposent bien dans la gibosité. Peut-être que j'utilise moins bien le modèle, mais il n'y a pas de corrélation. Donc ça, c'est le cas d'un enfant qui avait une courbure lombaire, thoracolombaire, puisque l'apex est ici, un corps vertébral qui est quand même très déformé, avec une contre-courbure thoracique très structurale sur la partie haute, 45 degrés, mais pas de dos plat. Pas de dos plat. Un dos plat, que je disais tout à l'heure, ne survient que dans la moitié des cas. Donc avec une correction qui était bien correcte dans le corset, et ça c'est un contrôle à 1 an, avec une correction bien correcte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le corps vertébral ici, qui était quand même, qui paraissait cunéiforme, là on a l'impression qu'il est quasi rectangulaire. Donc il y a dû, pendant cette année, il y a dû avoir une stimulation un petit peu, vous voyez encore un petit peu cunéiforme, mais quand même l'apparence beaucoup moins que le début. Mais ça avait été déjà décrit avec le chenot, c'est-à-dire le fait de modifier un petit peu le cercle vicieux, d'avoir moins de pression sur la concavité, va permettre de rééquilibrer la croissance. Et si on est juste au moment où elle va prendre 10 cm par an, eh bien, on va pouvoir avoir un effet de correction structurale. Et dans ces cas-là, on peut imaginer qu'en fin de traitement, elle va rester à peu près comme ça, parce qu'elle va s'empiler avec des corps vertébraux qui sont quand même beaucoup plus rectangulaires. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et donc, à 1 an, vous voyez, là, elle venait juste de retirer le corset. Oui, la gibosité, on ne voit pas trop de différence. Le thoracique est quand même structural, l'épineuse est par là. Et puis surtout, il n'y a plus de zone d'appui comme on avait dans l'ancien corset lyonnais, des zones très rouges. Là, vous voyez, c'est quasiment équivalent. Donc, je ne sais pas si c'est le bon fond, 35 mm de gibosité, le lunel était à 17 degrés. Donc, c'est celle-là. Donc, 39 degrés là. En corset, vous voyez, entre parenthèses, regardez la translation des masses. Donc là, on est manifestement, on a une modification des pressions au niveau du thorax. C'était un peu en dos plat, une tendance au dos plat qui était bien corrigée en corset. Donc là, ça va bien. À 1 an, elle est à 15 degrés, avec un thorax qui est quasi symétrique. Et voilà le résultat en fin de traitement à 2 ans. Donc elle est à RCR 5, elle était à RCR 1, et on a 13 degrés qui nous reste une courbure en fin de traitement. Il y a peu de chance, enfin, ça va varier peut-être de 1 ou 2 degrés 2 ans après l'ablation du corset. Donc on arrive actuellement à notre première fin de traitement. Et la semaine dernière, c'était les vacances de la Toussaint en France, et j'ai revu 3 enfants qui étaient dans la même semaine, qui arrivaient en fin de traitement, qui étaient à moins de 10 degrés, c'est-à-dire quasi guéris. Ça m'arrivait exceptionnellement en corset lyonnais, mais là 3 de suite, j'ai déjà vu ça dans toute la carrière. Donc je pense que réellement, la haute rigidité apporte quelque chose, apportera quelque chose dans les résultats. Là, vous avez la possibilité de représenter un néos.
Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de rotation sur les hausses. Les axes sont un peu tournés vers la concavité, mais pas énormément. Avec la translation en fait, de toutes les vertèbres sur la ligne de gravité, qui est faite par le déplacement des masses. On est encore une fois en volume et on n'est pas en système 3 points, avec la possibilité de voir au niveau des côtes comment. Enfin, on le voit très bien en superposant le bord des côtes avec un petit trait blanc. Et on voit très bien l'action, même sans avoir des hausses, vous voyez bien l'action que produit le corset au niveau du déplacement des masses. Voilà l'enfant avec son corset, qui est un corset type thoracolombaire. C'est vrai beaucoup plus facile à gérer parce qu'on a un grand bras levé. Et cette syphotisation, c'est vrai, un peu thoracique haute, souvent ça reste un peu raide au niveau de la scoliose. Et toujours cet aspect cutané, on ne voit plus de zone de rougeur dès que l'enfant retire le corset, avec une gibbosité qui est quand même bien correcte. Ça, c'est un autre cas de scoliose qui était quand même relativement évolutive. On était passé de 15 degrés en avril 2013. Alors, regardez cette scoliose, on peut éventuellement baisser un tout petit peu la lumière derrière pour que vous voyez. Ça devrait aller. Est-ce que là-dessus, vous pouvez faire un pronostic évolutif de la scoliose? C'est quand même difficile. Même moi, je vois qu'il y a une petite inégalité de longueur des membres inférieurs. Il y a une petite rotation à ce niveau-là. Il y a une toute petite bascule de L4, il n'y a pas de grosse différence. La contre-courbure par-dessus n'est pas structurale, mais c'est pas de rotation. Il n'y a pas de dos plat. Comment voulez-vous prévoir que si votre plat va être à 32 degrés, c'est quasi impossible. Oui, le shift, alors, donc bien sûr, à 32 degrés, on va la traiter. Comme quoi, il faut quand même bien les surveiller, et passer les 6 mois, et refaire la radio, parce que typiquement, on ne rendait pas toujours compte des choses. Donc, ici, vous voyez la correction relativement correcte. Voilà l'enfant avec son corset. Voilà, le plan sagittal qui est mauvais. Voilà. Et puis, la radio, est-ce que c'est sans corset? Je ne sais pas comment, est-ce que c'est en fin de traitement? Oui, c'est ça, c'est en fin de traitement. Donc, avril 2013, avril 2014, avril 2015, une fin de traitement. Donc, vous marquez, je reviens en arrière. Voilà, donc là, elle est en fin de traitement. Avec toujours des équilibres du bassin, ça ne va pas changer, mais c'est à la 5, cette fois-ci. Je vais laisser à la 5. Et on a un plan sagittal qui est relativement correct. C'est esthétique et quoi. Les hanches ne sont pas très asymétriques. Vous avez quand même. D'ailleurs, c'est un. Ah ben non, on avait inversé. Attention, la radiographie est gauche à droite. Donc il y a bien effectivement du côté convexité, c'est un peu moins marqué. Une petite asymétrie. Et globalement, donc, vous avez une correction qui est quand même très correcte de non-traitement. Un autre cas, donc scoliose notée il y a 2 ans, pas de traitement clinique. J'ai repris mon bilan initial, la taille, le poids, l'axe occipital qui était dévié vers la droite, c'est ça, c'est dévié vers la droite, une gigosité 30 mm à paire 15, initiale 35 degrés. Elle était passée de mars à septembre, de mars 2013, je ne sais plus. Elle était assez évolutive. Donc voilà l'angulation et son corset, avec, là, bon, je n'ai pas superposé les côtes, mais vous les voyez, donc il y a une modification importante, une translation des masses du côté opposé.
son plan sagittal, qui est relativement harmonieux. Vous en faites ce que vous voulez, avec l'indice de Villegas, qui est intéressant parce que vous voyez que là vous avez quasiment une superposition des cols des côtes, concavité, convexité. Voilà donc, en fin de traitement, donc c'est pas parfait, hein, vous avez encore 15 mm de gibosité, 8 degrés, il me semble qu'on est à 35 au départ. Donc elle est à 10 à 5, hein, quasiment soudée. Donc voilà, c'est ça, départ et arrivée. Alors, le protocole, en général, c'est du 16h sur 24. Donc, c'est pas du 23 sur 24. 23 sur 24, c'est des plus clairs. 35, c'est des 16 sur 24. Et à la fin, quand on voit que de 6 mois en 6 mois, ça reste stable, l'évaluation reste stable, on retire, on autorise 4 heures d'évaluation supplémentaire, c'est par pack de 4 heures. Tous les 6 mois, c'est par pack de 4 heures, donc il passe de 16 heures sur 24 à 12 heures sur 24, et de 12 heures sur 24 à 8 heures sur 24, c'est la nuit. Et à la fin, ils finissent en général en fait. Donc ça les gêne absolument pas. Donc ça, c'était notre planning initial quand on a commencé. Donc la première année, c'est ce qui avait été présenté ce soir en 2014, ça était à Isabelle. C'est les résultats en corset, on peut les évaluer d'emblée. 2014, donc c'est l'étude comparative à 1 an, parce qu'on considère dans les traitements conservateurs à haute rigidité qu'au bout d'1 an, on sait si le résultat va être bon ou pas bon. Donc c'est quand même assez significatif pour les hommes de notre. Est-ce qu'on entend avoir un corset de jour et un corset de nuit, ou c'est le même corset? Oui, corset. Il y a quelques enfants qui ont un corset de jour et un corset de nuit quand le Milwaukee, par exemple, est en dessous de 11 ans, le Milwaukee n'est pas supporté la journée. Donc on peut faire un corset Milwaukee la nuit et puis un corset de cheminot pendant la journée. Mais c'est des cas rares. Normalement, c'est le même corset qui fait le jour et la nuit. Oui, on va remettre de la lumière. C'était juste pour les radiographies. Voilà. Donc, les premières fins de traitement, on commence à les voir, c'est ce que je vous disais. 2015, c'est l'année des fins de traitement. Et puis, en 2017, c'est prévu comme ça, pour André Lassossorte à Lyon, vous aurez les résultats 2 ans après l'ablation. Je pense qu'ils seront pas trop mauvais. En tout cas, meilleurs que l'ancien.